Par exemple, il y a ces déclarations du ministre Gilbert Barra à propos de ce qu'on a dénommé ici le pétrole gate. Il a dit qu'il n'y a rien de plus faux. Est-ce que vous pensez la même chose ou pas? Au fait, dans toute cette fausseté qu'il prétend être, moi, je trouve des vérités immuables. Parce que le monsieur a étayé cette situation-là par des arguments. Lorsque vous suivez son argumentaire, vous sentez une certaine logique, une certaine véracité. De quel monsieur? Je parle comment on l'appelle? Parlez du journaliste? Je parle du journaliste. Ferdinand Haïté? Ferdinand Haïté. Mais vous sentez quand même une certaine véracité dedans. C'est pour cela que moi, je n'aimerais pas en faire une lecture. Parce que ma lecture sera purement politique. Parce que si tel est qu'on déclare cette situation vraie, mais ça va éclabousser beaucoup de la classe politique, y compris lui-même. Mais ne voulant pas se laisser éclabousser, il ne peut que déclarer que c'est faux. Donc, je n'aimerais pas m'aventurer. C'est vrai qu'il y a eu un audit qui a été commandité par les autorités. Et l'audit a été écarté. Au-delà, oui, justement, je voulais... Pourquoi l'audit doit être écarté? On nous dit que l'audit est postérieur à la situation. Mais vous savez, il y a eu des procès qui ont été donnés, conclus, avant l'ère de l'ADN. Et lorsque l'ère de l'ADN est arrivée, on est retourné à ces procès pour faire l'appréciation et ensuite revenir sur le procès. On ne peut pas dire que parce que en son temps, il n'y avait pas tel audit, alors l'audit ne va pas être versé au dossier. Je dis non. Pourquoi on fait alors les enquêtes? Lorsqu'il y a une situation qui naît et qu'on ne comprend pas, on peut diligenter une enquête. Mais le ministère, le juge d'instruction est là pourquoi? Mais il est là pour instruire un dossier et avoir tous les éléments possibles pour étayer le dossier et éclairer la lanterne du juge du siège. Alors, qu'on nous dise ça là c'est écarté parce que on se dit il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. C'est pour cela que je n'aimerais pas rentrer dans ce débat hautement économico-politique pour encore m'attirer des flèches. Voilà. On vous tire des flèches? On tire sur vous? Ceux qui ne seraient pas d'accord vont tirer sur vous. Quelqu'un a rappelé tout à l'heure qu'on m'avait traité de tous les noms de danger public au moment où j'essayais de façon mathématique de démontrer que la bavette c'est noté, c'est noté. Voilà. Donc, s'il vous plaît, d'autres réactions, c'est celle du ministre Christian Trigon. Il a insisté sur la volonté des autorités à continuer par implanter des infrastructures. Par exemple, il a envisagé le lancement d'une voie Lomé Saint-Cassé, une voie de 600 km. Et on a même une idée sur la date de la livraison, 2024. Mon cher ami, beaucoup de projets en amont à une période électorale ou à une consultation régionale qui se prépare sont beaucoup plus politiques. Mais cette voie Lomé Saint-Cassé, combien de fois on nous l'a présenté? On nous a même présenté un corridor nord-sud, vous vous rappelez? Ça a été. Donc, ne plongez pas dans les déclarations politiques. Attendons de voir. Attendons de voir. Donc cette annonce pour vous, c'est une déclaration politique? Dès que c'est en amont à une annonce, disons à une préparation, une consultation régionale, je me dis, beaucoup de choses vont se faire pour fasciner l'électorat. En fait, et ça va servir même de programme d'élection. Donc, on nous a beaucoup longtemps vanté ces infrastructures-là. Saint-Pélégrin ou bien quelque chose, c'est déjà construit.
Mais à la Mais c'est en voie, c'est en voie. Ben, ça fait combien de retard? C'est en voie de construction. Ça fait 2-3 ans d'années de retard. Pas 2-3 ans quand même. Non, mais à la veille des élections, on nous a vanté... Est-ce que les élections régionales sont aussi importantes que ça pour que le gouvernement soit finalement décidé à faire des annonces n'importe comment comme celle-là? Les élections régionales accompagnent la décentralisation. C'est important. Si vraiment on veut se lancer, soutenir, consolider la décentralisation, c'est important. Mais si c'était autant important, on l'aurait fait depuis. Voilà ce que je peux vous dire. Et autre annonce maintenant, celle-là, elle est du Premier ministre qui a estimé que la pauvreté a reculé. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, les avis sont partagés. La pauvreté a reculé au Togo, c'est une annonce également du gouvernement. Est-ce que vous avez le même sentiment chez vous là-bas? Nous, la classe pauvre s'enfonce, s'enlise. Mais quand vous dites... Et souvent, sur le plan économique... Vous êtes dans cette classe-là, vous? Si, je suis dans cette classe. Sur le plan économique... Vous êtes pauvre? Mais, entre-temps, j'ai dû écrire à Nadeb pour m'accompagner en vivre. Et c'était même resté lettre morte. En tant que chef coutumier, que j'ai beaucoup de gens à ma cour et que je n'ai plus de ressources, de m'accompagner, c'est resté lettre morte. Aujourd'hui, je trime pour le quotidien et pour joindre les deux bouts. Parce que j'ai des enfants, des gens à charge. Ok? Donc, cette classe majoritaire qui est misérable depuis, dont on a souvent fait allusion, s'enlise plutôt au moment où la minorité riche, bourgeoise, est en train de s'élever. Et le ministre Trimois fait partie de cette minorité bourgeoise. Non, mais en fait, cette déclaration... Oui, c'est vrai que... Elle fait partie de cette minorité bourgeoise et qui fait quand même bon ménage avec la situation qui prévaut. Ce n'est pas eux qui profitent des sur la question de la pauvreté, de l'OMS. Sur la question de la pauvreté, je l'attribue au Premier ministre. Je parle du Premier ministre. Entre-temps, vous avez parlé du ministre Trimois, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, tout le gouvernement fait partie de cette minorité qui se sucre. Donc, vous ne ressentez pas ce recul de la pauvreté? Vous n'avez pas vu comment je suis arrivé? Vous êtes bien habillé là? C'est ce que vous trouvez. Mais vous n'êtes pas bien habillé? Mon tissu coûte 1000 francs. Je suis par rapport à votre truc qui est à 8000 le complet. Donc, c'est que nous avons à peine 2 repas. Moi, là où je suis, j'ai tout fait. Non, donc vous me faites rire là. Ben, je ne vous fais pas rire, c'est l'apparence. J'ai tout fait pour réduire mon train. Et j'ai 2 repas. C'est ce que je recommande maintenant aux Togolais pauvres. Faites en sorte à supprimer de votre ration le thé et la bouillie. Et ça vous permet même d'éviter le sucre qui est le sucre synthétique. Vous mangez autour de 10 heures, entre 10 heures et 11 heures, après avoir jeûné, ne serait-ce que quelques heures, puis vers 16 heures, 16 heures, 17 heures, vous prenez votre deuxième repas et c'est fini. Ça vous permet d'éviter les 3 repas et de vous sentir mieux. Certains n'ont à peine qu'un seul repas par jour à l'aide dans nos contrées reculées. À peine, j'ai dit à peine. Donc parce qu'il arrive qu'ils n'en trouvent pas. Donc on a compris, selon vous, la pauvreté n'est pas ressentie de la même façon. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. On a compris. Comme la classe bourgeoise et les pauvres. Vous êtes de Golfe 1, n'est-ce pas? Oui, je suis du Golfe 1. Oui, de cette commune, on entend bien de choses, notamment liées à l'insécurité, parce qu'on a appris la décapitation d'une jeune dame il n'y a pas très longtemps dans cette zone. On a appris également l'assassinat d'un homme au niveau de Belchâteau. Qu'est-ce qui se passe dans votre zone? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Au fait, dernièrement, j'ai eu à prendre contact avec le maire pour lui exprimer également mes préoccupations, mais axées essentiellement sur le plan coutumier. D'abord, au 4e lac. Au quotidien, il y a des incidents là-bas. Des gens qui viennent à moto garés et puis qui plongent et se noient. Si on n'arrive pas à les récupérer. Des noyés qu'on vient retrouver dans le lac au lendemain.
et ainsi de suite. La décapitation de la dame, là aussi, c'était de la lagune qu'on a retiré le corps. Donc, ça devient tellement préoccupant. Alors, nous l'avons analysé sous l'angle coutumier. Et je lui ai dit de faire en sorte à faire des consultations d'oracle. Maintenant, sur le plan de l'insécurité, pas en bordure donc de ce lac, je peux vous dire que ce n'est pas spécifique au Golfe 1. L'insécurité un peu partout maintenant. Ce n'est pas spécifique au Golfe 1. Mais pour ces noyades, ces incidents et autres, cela se comprend. Certains accidents également à certains points bien déterminés dans le Golfe 1 s'expliquent également, mais de façon coutumière. Et je n'ai pas manqué de donner mes appréciations. Mais je l'ai dit en qualité de chef coutumier. Et puisque aujourd'hui, nous ne connaissons plus notre place réelle dans le concert local. Sommes-nous aux côtés des maires? Sommes-nous encore représentants de nos populations? Sommes-nous au-dessus ou en dessous? On ne comprend rien. Dans le temps, on se demandait aussi où sommes-nous sur le plan national par rapport aux institutions. Mais dernièrement, nous avons compris que nous sommes sous la botte d'une institution donnée et qui peut décider de notre sort à tout instant. Donc, dans le concert local également de la municipalité, nous voulons également qu'on clarifie notre position pour que nous puissions donner davantage de nous-mêmes en la matière. Merci beaucoup. C'est sur cette dernière intervention que nous allons clôturer cette émission de ce jour. Je rappelle que notre invité est Togbe Sylvain Dagban. Il est le chef traditionnel d'Adakpame et également un cadre du comité d'action pour le renouveau de CAR. L'émission, elle s'achève. Merci à Vincent Selas Bogakoudoyo pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atiogbe. Je vous retrouve dimanche prochain à partir de 12h. Au revoir. Merci.